Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 874 et cette critique analyse sera en deux parties. La première sera sur une analyse complète du chapitre et la deuxième sera des mini théories en lien justement avec ce chapitre et comment je vois le futur de cet arc. Alors ce chapitre était vraiment excellent pour plusieurs raisons. Premièrement, Big Mom. Big Mom est totalement folle et on sent la puissance brute du personnage. Elle m'a fait en un sens penser carrément à Kaido. Rappelez-vous quand on le voit Kaido prendre la tête d'un mec qui avait justement l'affiche de Luffy aussi de l'eau et foutre un bon gros coup de massue et le mec on le voit complètement traverser l'île et après aller sur l'eau. Et bien c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que Big Mom prend son arme, a fait une sorte d'attaque et là c'est une onde de choc qui a carrément traversé la colline qui sépare un petit peu, qui est sur le côté de l'île et on voit une sorte de zoom arrière avec une déflagration dans l'eau et là on voit cette puissance. En plus les références avec Elbaf sont excellentes, donc on voit toujours qu'il y a un lien entre Big Mom et Elbaf et ça justement pour le futur de l'arc Elbaf. Ça m'a énormément fait penser l'attaque qu'il y avait de Dory et de Broly quand ils ont éclaté à la sortie de Little Garden l'immense poisson. C'était exactement la même puissance, le truc vraiment brut. Et à la fin quand on voit Big Mom qui hurle au bois de la séduction d'arrêter Luffy et l'équipage et même ce contraste avec la lumière, on sent qu'il y a vraiment que Big Mom est dans une rage folle et que Big Mom il va y avoir quand même cette putain de confrontation et ça justement on va en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais avant ça il y a plein de choses à dire sur ce chapitre. On va commencer à parler bien sûr de Nami. Nami, ce qu'elle a fait c'est absolument dingue. Par contre il faut remettre les choses dans le contexte et si je ne dis pas d'erreur, vous me le direz d'ailleurs dans les commentaires, il me semble que Nami n'a plus la vive carte. La vive carte, c'est dans le chapitre 846 qu'il a été repris, c'est-à-dire que quand il y a eu la bataille sur les grandes plaines, qui m'a fait totalement penser à la bataille sur les plaines d'Abraham. D'ailleurs là, un gros coucou à tous mes Nakamas québécois qui regardent cette vidéo. D'avoir vécu 8 ans au Canada, ça marque un petit peu le cœur. Hein. J'ai une fleur de lys bleue au fond de mon cœur. Voilà, là c'est le petit message. Et donc j'étais parti pour dire quoi? Oui, quand il y a dans le chapitre 846, il y a Amandine qui se penche vers Nami et qui lui prend dans son décolleté la vive carte. Là je suis en train de me monter mais il n'y a pas la vive carte, mais la vive carte était ici. Il me semble pas qu'elle l'ait redonnée à Nami. Et quand ils se sont tous échappés de Whole Cake, le château, pas qu'avec Jinbei, Nami lui dit j'ai besoin d'aller récupérer quelque chose. Donc je ne sais plus exactement si elle a pas la vive carte. Mais c'est pour dire que en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est le pouvoir naturel de Nami. Nami, c'est la chatte voleuse et aussi la chatte manipulatrice. Elle arrive à contrôler King Bone. Pourquoi? Parce que King Bone, il a été coupé en deux quand même par Amandine et il est considéré comme un traître. Donc il n'a plus à être sous les ordres de Big Mom. Même s'il y a toujours cette relation âme avec Big Mom, il n'a plus... Il veut essayer de s'en débarrasser de ce lien. Donc c'est pour ça qu'il accepte de pouvoir les aider à s'enfuir. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a différents levels au niveau des homies. Tu as les homies de base qui sont les arbres, les fleurs, les gâteaux, la terre, tous les trucs, les collines aussi. Ça, c'est pris par rapport à des morceaux d'âme qui sont par rapport à des humains lambda. Après, tu as des homies qui sont plus puissants, comme par exemple Randolph ou alors King Bone, où là, c'est peut-être des morceaux d'âme qui sont de personnages très très importants, très très puissants. Et là, après, on vient sur les homies qui sont à un niveau... Au-dessus, comme on dit, c'est le soleil, et le soleil, c'est Prometheus. On a Zeus, Prometheus, et au-dessus, Napoléon, et non pas Excalibur, où là, c'est carrément des morceaux d'âme de Big Mom qui sont dedans. On peut penser que en donnant une partie de son âme, Big Mom donne aussi une partie de sa personnalité. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, tout simplement, il y a des différences de caractère entre Zeus, Prométhée et aussi Napoléon. Napoléon, on voit que c'est le chapeau, et si vous avez remarqué depuis le début de l'arc, le chapeau a exactement les mêmes intentions que Big Mom, c'est-à-dire que ce qui est reflété sur le visage de Big Mom est aussi reflété sur le chapeau, et même des fois le chapeau indique la vraie mentalité de Big Mom. Après, on a Prométhée. Prométhée, comme on a vu, lui, c'est vraiment la puissance. C'est pour moi Big Mom tel qu'on l'a vu quand elle demande à Jinbei de tourner la roue. C'est vraiment la personne très très puissante, la personne machiavélique, la personne
qui est prêt à conquérir le monde. Et après, tu as Zeus qu'on voit avec un petit chapeau, et c'est le petit chapeau souvent qu'on met sur les enfants. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu, cette façon aussi de le montrer un petit peu, je dirais pas bedonnant, mais toujours joyeux, m'a fait penser énormément à la Big Mom étant enfant et à la Big Mom gourmande. C'est-à-dire que peut-être que elle, Nami, a réussi à comprendre ces différentes choses et a su comment justement manipuler Zeus. Et c'est ça qui est très fort parce que encore une fois, on arrive sur une très très bonne utilisation pour moi de Nami. C'est pas une utilisation dans le combat, mais c'est plus une utilisation dans la psychologie, dans l'analyse des personnes pour pouvoir plus facilement les manipuler. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que Zeus va devenir vraiment un allié des Mugiwara? Est-ce qu'il va pouvoir être intégré, comme j'ai pu le lire, dans le bâton carrément de Nami pour qu'elle puisse se sortir? Ça personnellement je ne le pense pas parce que ce n'est pas une lampe, et si à la rigueur Zeus vient dans l'équipage des Mugiwara comme allié, comme je dirais une sorte de support, comme un animal domestique de Nami, il sera toujours présent, c'est-à-dire qu'il n'aura pas ce rôle de sortir seulement quand on le demande, et il sera toujours là, et il y aura une petite interaction justement avec Nami. Mais ça pose quand même un énorme problème, c'est que l'âme de Zeus est liée à l'âme de Big Mom, et donc là quand on a vu Big Mom qui commence à se fâcher, et là le nuage a quand même dit ça craint. Je ne pense pas qu'il puisse se séparer de la liaison qu'il a avec Big Mom. Donc ça, à la rigueur, peut-être dans un futur, et là c'est parce que Pudding va intervenir, mais ça on en parlera dans la deuxième vidéo. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que Prométhée restera toujours avec Big Mom. Et là, on a vu la force qu'il y a vraiment dans ce soleil. Alors, ce n'est pas un vrai soleil qui est en train de s'écraser parce que sinon tout le monde serait mort et même le monde de One Piece serait totalement détruit, mais on voit qu'il y a ce pouvoir au niveau du feu, on voit que la forêt est en train de brûler. Et d'ailleurs King Boom, c'est impossible parce que King Boom, avec la relation d'amour qu'il a avec Lady Tree et tel qu'il a été utilisé, tel qu'il a souffert dans cet arc, Ichiro Oda, à travers ça, nous montre une petite relation, nous fait ressentir quelque chose pour lui. Il est autre chose qu'un simple Omise. Et je ne veux pas qu'il crève en étant brûlé. Voilà, c'est ça. Donc je ne pense pas qu'il va crever. Mais cette image qu'on voit avec la puissance de Prométhée, ça vient rajouter un côté tragique. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est à ce moment-là que le chapitre bascule dans carrément l'enfer. Et là on peut le dire avec le feu. Parce qu'au début, on pense qu'ils peuvent s'enfuir parce que les bois de la séduction, vu que King Boom arrive, et comme King Boom est le maître des bois de la séduction, les bois de la séduction s'ouvrent, et là, on voit le Sunny. Donc, au milieu du chapitre, on se dit, ça y est, on peut voir la sortie, la fuite des Mugiwara. Et là, il y a Big Mom qui arrive, il y a Prométhée qui arrive aussi. Et là, on voit que tout se referme. On voit que l'échappatoire est totalement foutu. Et ce qui est dingue après, c'est que toutes les pages qui nous sont montrées, tous les espoirs qu'on a eus sont détruits un à un. Et encore une fois, c'est ça personnellement que j'adore avec la construction scénaristique, la construction narrative qu'a Ichiro Oda dans ses chapitres. Là, ce qu'on voit, c'est que ils sont cernés de toutes parts. L'utilisation de Mondor est absolument magnifique, d'avoir donné cet aspect un peu clownesque du personnage avec son visage, avec les yeux un petit peu entourés, la couleur de peau qui a l'air blanche, le fait que quand il tombe du gâteau, il tombe les pattes en l'air, qu'il est toujours tourné en dérision. Pourtant, c'est un personnage qui est hyper intelligent. On le voit ouvrir un livre, on voit faire un plan avec carrément tout Toadland avec les différentes îles, les différents cercles, et après avec un Dendenmushi, il est en train de commander aux différentes flottes qui sont à l'extérieur pour bloquer le passage, parce que si à la rigueur les Mugiwara arrivent à partir, eh bien il ne faut pas qu'ils puissent s'échapper vivants avec le Sunny. Et ça c'est vraiment très bien. Il est en train aussi de déplacer les pions tel un échiquier sur l'île de Whole Cake Island. Et je trouve encore une fois, je n'aime pas le personnage, mais je trouve encore une fois que l'utilisation qu'a fait Ichiro Oda est absolument géniale. Je dirais même que Mondor est le général stratégique de l'armée de Big Mom. Et parlons d'intelligence, on ne peut pas oublier Katakuri. Katakuri, lui, il est carrément sur le bateau, sur le Sunny. J'ai bien aimé il y a 0% de chance qu'ils arrivent jusqu'au bateau, mais au cas où. Parce que Katakuri, il a compris que Luffy
il déjoue les probabilités. À chaque fois qu'il voit le futur, il y a toujours ce putain de Luffy qui vient foutre la merde, qui vient changer les plans, qui vient changer la donne. Donc là, il se dit, vu qu'ils sont obligés de partir de l'île, ils doivent partir avec le bateau. Donc s'ils partent avec le bateau, si je suis sur le bateau, eh bien, je vais leur niquer la gueule. Et ça, c'est quand même très très fort. Et ça vient encore une fois ajouter une tension, parce que dans le chapitre précédent, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que Brook et aussi Chopper sont partis en sous-marin pour préparer le bateau. Et donc, on a d'un côté, je dirais pas deux losers, mais je dirais deux personnes faibles qui sont surtout là pour avoir un côté comique face à un mec Katakuri qui, lui, n'est pas comique du tout, du tout, du tout. Et encore une fois, la mise en situation entre une personne hyper badass qui est Katakuri et deux personnages qui font tout tourner en dérision, ça vient apporter quelque chose. Et là, ça apporte une incertitude, encore une fois, qui est présente. Et c'est ça qui est génial, parce que quand on lit les chapitres, on a toujours des idées de ce qui va se passer. Je fais toujours mes vidéos en prévoyant le futur, et à chaque fois, Ichiro Oda nous fait voir un truc d'un côté et nous emmène dans une direction totalement opposée dans le chapitre suivant. Et pour finir, en parlant du jeu d'Oda, la personne avec laquelle il a pu jouer, c'est bien sûr Pudding. Pudding, dans le chapitre précédent, a été complètement en furie. Elle voulait détruire la gueule de Senji parce qu'il l'avait trahi. Elle avait été rabaissée au niveau de sa famille. D'ailleurs, sa famille ne la considère même plus comme un membre de sa famille, parce qu'elle dit, maintenant, je sais plus, je crois que c'était Mondor qui lui avait dit, tu n'avais qu'une seule chose à faire, tu n'as même pas été capable de la faire, donc qu'on en finisse et après on va te tuer. C'est exactement ça. Et Pudding, on voyait qu'elle était mauvaise. Et là, on la voit redevenir gentille. Donc, un côté, elle est gentille, un côté, elle est méchante, un côté, elle est gentille. Donc, Oda, avec ça, il fait que des vagues. Moi, je vous l'ai toujours dit, Pudding, c'est une personne que j'aime. J'adore le design, j'adore le traitement qu'elle a eu. J'avais adoré le côté machiavélique qu'il y avait vraiment eu de ce personnage. Et au fond de moi, je voulais quand même qu'elle soit gentille, mais ça, même si ça me faisait chier, parce que j'aimais bien le traitement principal. Et là, on la voit qui s'inquiète pour Senji. Alors certains vont dire, oui, mais elle est peut-être en train de jouer la comédie envers Chiffon, pour qu'elle puisse tout simplement lui permettre d'avoir le gâteau pour calmer les ardeurs de Big Mom. Mais il y a un truc qui est vraiment important, c'est que quand on voit les trois yeux de Pudding, c'est toujours la véritable personne qui est face à nous. Et là, les trois yeux pleurent. Donc, Pudding est vraiment amoureuse de Senji. Et encore une fois, quand dans un chapitre où Senji délivre Nami et on voit une case seulement qu'avec Pudding avec la main sur la bouche et la frange au niveau du troisième œil, on ne savait pas ce qu'elle pensait réellement. Encore une fois, Ichiro Oda a voulu par cette case et a voulu par ce dessin nous montrer l'ambiguïté du personnage et nous laisser justement dans le doute de savoir quelle est sa réaction. Est-ce qu'elle est jalouse ou est-ce qu'elle est quand même contente du sauvetage de Nami et du sauvetage de Senji, parce qu'au fond d'elle, elle aime Sanji. Et là maintenant on en est sûr, et elle va faire le gâteau non pas pour sauver l'île, non pas pour sauver sa famille, mais pour sauver Senji et aussi l'équipage des Mugiwara. Et ça c'est beau. Il faut aussi retenir que on a une case qui est montrée où elle est sur la pluie, sur le balcon. C'est au moment où elle doit choisir sa robe, où elle doit mettre sa robe, je pense. Et ce qui se passe, c'est qu'elle regarde en l'air et elle a un souvenir par rapport à Lola qui est partie. Et dans cette case-là, on pouvait voir qu'elle avait une amitié avec Lola. Et peut-être qu'elle a aussi une amitié avec Chiffon. C'est pour ça qu'elle maîtrise aussi bien le gâteau et le chocolat, qu'elle a peut-être fait des choses ensemble avec Chiffon. Et c'est vraiment beau parce que Chiffon veut partir. Et peut-être qu'à travers ça, Ichiro Oda est en train de nous dire que, eh ben, Pudding va peut-être suivre aussi la destinée de ses deux sœurs préférées. Et pour finir, on va parler de Smoothie. Smoothie, qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Smoothie? Absolument rien du tout. Parce qu'elle est encore portée disparue. Ça fait vraiment, vraiment chier. Il y a aussi le Germa qui a disparu. Là, je pense qu'ils vont encore avoir un petit rôle à jouer justement pour le futur de cet arc. C'est impossible qu'on n'en entende plus parler avant. C'est-à-dire qu'ils sont partis de leur côté, sont partis rejoindre les bateaux pour s'enfuir, mais je pense qu'ils vont encore faire une sorte un petit coup de Trafalgar, je dirais. Et on va terminer cette critique de chapitre par les deux choses. Premièrement, le meilleur personnage. Pour moi, c'est tout simplement Nami. L'utilisation de Nami, comme je l'ai expliqué, est vraiment très très bon. Je ne l'avais pas vu venir. Et encore une fois, c'est bien de montrer que dans un
shonen, ouais, je me rappelais plus le nom du type justement du manga, d'un shonen de pouvoir justement résoudre un problème sans obligatoirement avoir recours à la force. C'est vraiment très très bon et ça me fait plaisir de voir que Nami a quand même été bien utilisé dans cet arc. Et pour moi, le moment le plus badass, c'est tout simplement quand Prométhée s'effondre sur l'île, la couleur, la beauté de la page. Le contraste entre le blanc, le noir et un petit peu de gris, comme je l'ai dit, l'ombre du soleil. Alors oui, c'est l'ombre portée par les gens grâce à la lumière du soleil, mais quand on voit les Mugiwara courir, quand on voit Kimbo détruire, et quand on voit Big Mom totalement dans cette folie avec du blanc et du noir, mais vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas beau, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a de la badassitude qui transpire de cette page, vous ne pouvez pas me dire que ça vous fout... J'ai le poil qui s'irrisse rien qu'à y penser. Franchement, pour moi, ça a été le meilleur passage de ce manga, enfin pas de ce manga quand même, faut pas exagérer, mais de ce chapitre, Prométhée, bravo. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine. Normalement, quelque part par là, il y aura le lien de la vidéo sur les mini-théories pour la suite de cet arc. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est la vidéo qui sera ici. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.